Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le blog Contrevent Pop Culture. Aujourd'hui nous allons parler de rock et en particulier de rock américain avec la sortie en cette fin mars 2020 du nouvel album de Pearl Jam, Gigaton. Voilà, il vient de sortir, alors il est difficile à obtenir, tous les magasins sont fermés en ce moment, donc vous pouvez l'écouter sur les plateformes type Deezer ou Amazon ou Apple Music par exemple. Donc j'ai un petit peu attendu de bien l'écouter pour vous donner un avis et puis revenir sur la discographie de Pearl Jam. Donc Pearl Jam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe américain qui est né dans les années 90. Il a été récemment honoré du Rock and Roll Hall of Fame, donc c'est les plus grands groupes. Il a été reconnu comme étant le plus grand groupe américain des années 90. Il a vendu quand même 60 millions de disques à l'international, plus de 30 millions aux États-Unis, donc c'est un groupe qui est quand même très connu aux États-Unis et c'est là où ils vendent le plus de disques, mais bon, il est quand même connu à l'international. Il a été élu en 2005 plus grand groupe de rock du monde, donc c'est pas rien. Alors comment Pearl Jam s'est créé? En fait, dans les années 90, Jeff Ament, le bassiste, et Stone Gossard vont monter un groupe qui s'appelle Mother Love Bone. Voilà, et ils vont sortir cet album, et malheureusement, 4 mois avant la sortie de l'album de Mother Love Bone, le chanteur, qui est ici Andrew Wood, décède d'une overdose d'héroïne. Et donc, du coup, ça tombe un peu à l'eau. Le groupe Mother Love Bone est né à Seattle, c'est le berceau de Pearl Jam et de toute la mode grunge des années 90. Mother Love Bone, c'est une sorte de hard rock, voilà, avec un chanteur, ça fait un peu Guns N' Roses, qui chante un peu dans les aigus, c'est très bien, il y a des très bons morceaux. D'ici Shangri-La, écoutez, voilà, c'était... Malheureusement, ça s'est vite fini. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en hommage au décès d'Andrew Wood, les guitaristes et bassistes font un album hommage avec une partie des membres de Soundgarden, ça s'appellera Temple of the Dog, avec le Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, le batteur de Soundgarden Matt Cameron, et puis Stone Gossard et Jeff Ament, donc la future Pearl Jam, et Mike McCready qui commence à les rejoindre, le guitariste solo. Et sur un des titres, Hunger Strike, qui est un super titre que je vous recommande d'écouter, il y a Eddie Vedder qui vient prêter sa voix. Et donc c'est la rencontre d'Eddie Vedder et de la partie rythmique de Pearl Jam. L'album est très réussi, donc c'est Chris Cornell qui chante sur la plupart des chansons, et il est assez reculé. Topple of the Dog. Donc à ce moment-là, Stone Gossard, qui lui avait fait des maquettes de chansons, il avait déjà 3-4 titres, il va proposer ses chansons à Eddie Vedder. Eddie Vedder va coller des textes dessus et des chants. Et à l'époque, il y a déjà Alive, Once ou Footsteps, qui sont des titres qui vont apparaître sur l'album qui va révéler Pearl Jam. À l'époque, donc dans les années 90, le groupe décide de s'appeler Mookie Blaylock. Donc Mookie Blaylock, c'est en hommage à un basketteur américain. Et ils vont signer chez Epic. Ils vont être vite rebaptisés Pearl Jam. Et ils sortent en 91 leur premier album, Ten, qui va tout de suite exploser les chiffres, puisqu'ils vont vendre plus d'une dizaine de millions d'albums de Ten, qui va être reconnu comme... il va être classé pendant 5 ans dans le classement du Billboard, cet album, et il va être 13 fois disque de platine. Donc vous voyez, c'est quand même énorme, c'est le disque qui vendra le plus du rock, donc c'est le Ten est le disque le plus vendu dans le rock, c'est quand même incroyable. Donc il y a la chanson Alive, qui est un single qui passe à l'époque sur MTV et qui permet de faire connaître le groupe. Les singles Even Flow, voilà. Tout. En fait, ce qui est fabuleux dans cet album, c'est il a des chansons très rapides, des chansons lentes, il a une introduction, une conclusion, et tout s'enchaîne parfaitement. À l'époque, le style de Pearl Jam est plus basé sur une sorte de hard rock, du grunge de l'époque,
un peu FM, avec des mélodies, des grosses guitares. Il est produit par Rick Parashar, cet album, il faut le souligner, parce que c'est le seul album qui sera produit par Rick Parashar. Et voilà, donc du coup, cet album-là, il est culte. Hein, voilà, à l'époque, avec les textes, Odo et le groupe. Donc cet album-là va complètement les asseoir. Ils vont d'ailleurs passer à MTV dans l'émission de l'époque MTV Unplugged, où on doit jouer guitare débranchée, et le live acoustique qu'ils vont fournir à cette époque-là est absolument génial. On doit pouvoir le trouver sur YouTube d'ailleurs, je vous le recommande énormément, ce live acoustique. Voilà, et donc énormément de succès. Ils perdent leur batteur. Alors Pearl Jam et les batteurs, ce sera une longue histoire, puisqu'à chaque fois, ils vont avoir des problèmes avec leur batteur et ils vont souvent changer de batteur. Donc là, ils avaient Dave Krusen qui est remplacé par Dave Abruz pour le deuxième album qui sort en 93, c'est VS. Voilà, Versus, avec espèce de mouton là, avec single Animal, Rearview Mirror, Go, voilà. En fait, ils annoncent déjà ce qui va un peu se passer par la suite. Donc c'est des morceaux qui sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus rock, rapides, moins lents, voilà, des décharges électriques, avec des morceaux beaucoup plus à la guitare sèche, beaucoup plus lents. Et là on retrouve déjà un peu le style qui annonce la suite de Pearl Jam, c'est-à-dire ce mélange entre des morceaux avec de la rage, très, très brut, très rock'n'roll, très rapide, un peu punk, et puis des morceaux acoustiques, émotifs, avec la voix d'Eddie Vedder. Voilà, cet album est très réussi. Voilà, là c'est la période faste de Pearl Jam. Ils commencent déjà à en avoir un petit peu marre de leur surmédiatisation. Ils entrent en conflit avec Nirvana à l'époque, ils les accusent d'être trop commerciaux. Voilà, ils se fâchent avec Kurt Cobain. Voilà, ils sont mal vus parce qu'ils ont trop de succès en fait. Et donc ils commencent à ne plus vouloir donner d'interviews et à se recroqueviller un peu sur eux-mêmes. Ils sortent en 93 leur troisième album, Vitalogy, qui commence un petit peu à amorcer un changement de style, avec toujours des morceaux un peu plus rock, beaucoup moins, là on n'est plus trop dans le hard rock, dans le metal, comme au début, et toujours des Spin the Back Circle, Last Exit, des morceaux très, très rapides, et puis comme Better Man ou Nothing Man, les plus grandes ballades, les plus connues d'Eddie Vedder. Donc si vous ne connaissez pas ces ballades rock d'Eddie Vedder, Nothing Man ou Better Man, ça cartonne. Voilà, Vitalogy, à l'époque, il y a beaucoup de succès. On peut dire que c'est un peu les 3 meilleurs albums de Pearl Jam d'entrée. Ils font 3 albums super. Et en 94, ils vont collaborer avec leur idole Neil Young, et ils vont participer à l'album Mirror Ball. Cet album de Neil Young donc, est fait avec l'équipe de Pearl Jam, hein, tous les musiciens de Pearl Jam. Eddie Vedder chante un petit peu dessus aussi. Et donc ils aiment bien ce rock américain à Neil Young, virant un peu vers le country rock. Et ils sortiront aussi Merkin Ball, qui est voilà, un petit Pearl Jam avec Neil Young. Voilà. Ces 2 albums, ils sont ensemble. Celui-là est plus petit, il y a quelques chansons dessus, et celui-là est plus long. Ils ont changé de batteur. Ils n'ont plus Dave Abruzzi qui avait des problèmes de drogue, et donc ils ont passé sur Jack Irons, qui a une frappe un peu plus sèche, un peu plus rythmique. Et donc, suite à cet album avec Neil Young, je pense, ça va les influencer énormément pour l'album qui sort en 96, No Code. No Code, voilà, là c'est un album presque expérimental, d'ailleurs il le dit, hein, pas de code, et on vire un peu sur des morceaux de country, de rock, classique américain, ça fait Springsteen par moment. Voilà, No Code, un album où il n'y a pas vraiment de single, très expérimental, qui aura beaucoup moins de succès que les autres. Un album particulier de Pearl Jam qui annonce une transformation dans leur son. En 98, alors pendant ce temps, alors, ce qui est aussi à préciser, c'est que Pearl Jam, c'est avant tout un groupe de live. Et donc, ils vont tourner comme des malades et faire des concerts, et c'est là où ils considèrent qu'ils sont les meilleurs. Ils vont sortir un premier live qui s'appelle Dissident. Voilà. Ça, c'est en 94. En 98, ils vont sortir un deuxième live, Pearl Jam
On Two Legs. Voilà, avec... Ils vont sortir après quasiment un live à chaque endroit où ils vont aller. Donc ils vont sortir, si vous allez sur les plateformes, vous allez les retrouver, des lives, des doubles lives, sur tous les endroits qu'ils ont visités, Paris, Vérone, l'Italie, les Amériques, un nombre de lives incalculable de Pearl Jam officiels. Hein. Donc beaucoup de lives de Pearl Jam à trouver. En 98, un album qui sera un peu l'album de la maturité, qui a eu beaucoup de succès, Yeld. Donc Yeld, ils ont des singles, alors c'est un rock beaucoup plus, on va dire, apaisé, avec des morceaux plus longs. Mike McCready s'est beaucoup investi dans cet album. Le guitariste qui a un peu un jeu à la Hendrix. C'est un des albums les plus réussis de Pearl Jam. Yeld, il relève le niveau, un peu plus apaisé. Voilà, ils arrivent à marier le style de rock un peu plus classique. Yeld, je vous le recommande, il y a des super titres. Ensuite, ils vont sortir un album qui s'appelle Binaural en 2000, qui est pas très réussi, mais il annonce l'arrivée d'un nouveau batteur, Matt Cameron, donc le batteur de Soundgarden, qui avait été dans Topple of the Dog, je ne sais pas si vous vous rappelez, et ben parallèlement à Soundgarden, il va jouer dans Pearl Jam, et puis il va y rester, c'est le batteur actuel de Pearl Jam. Riot Act va sortir en 2002, donc c'est un très productif quand même, avec le single I Am Mine. Voilà, un album un peu pas terrible, voilà, peu de singles. Voilà, moi j'ai pas trop accroché à celui-là, pas vraiment de choses qui s'en dégagent. Un des moins bons albums de Pearl Jam, je trouve. Ils sont absolument, à ce moment-là, je trouve un petit peu au creux de la vague. Ils vont attendre 4 ans pour sortir un nouvel album. Et là, ils vont sortir cet album-là, nommé tout simplement Pearl Jam, avec un avocat. Et là, c'est une décharge électrique terrible. L'album est hyper réussi, hyper rock, rentre dedans, terrible. Là, c'est vraiment du rock et du punk rock et du rock sauvage. Très peu de morceaux calmes, très peu de ballades, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Donc ça, c'est peut-être avec... 10 vs Vitalogy, le meilleur album de Pearl Jam. Il est hyper réussi si on aime le rock qui rentre dedans. Worldwide Suicide, Life Wasted, voilà. Ça c'est en 2006. On avance dans la discographie de Pearl Jam et on va se retrouver avec Backspacer en 2009. 2009, Backspacer. Voilà, un album, voilà, je trouve que là, il commence un petit peu à se répéter. Voilà, il y a toujours en fait, Pearl Jam, quasiment tous les albums, il y a un super single d'entrée, il y a des ballades, il y a des morceaux un peu fast. Voilà, dans ces albums qui sont moyens. Backspacer, moi, c'est pareil, c'est un des moins réussis. Je vous le recommande pas trop. Il y a The Fixer qui a un single sympa, mais sinon, c'est pas terrible. En 2013, ils sortent Lightning Bolt, voilà, et où il y a quelques bons morceaux. C'est plutôt un bon album, et pareil, il n'est pas emballant, il vaut pas les albums du début, et on peut l'écouter, il y a quelques singles intéressants, mais la formule est un peu toujours la même. Voilà, on peut se dire que là, à ce moment-là, Pearl Jam, ils ont un petit peu atteint une certaine forme de limite. Et ils vont attendre 7 ans pour donner un successeur à Lightning Bolt. C'est toujours le même line-up, hein, Pearl Jam, depuis le batteur a pas mal changé, mais là ça fait longtemps que Matt Cameron est là. Ils n'ont pas splitté, ils ne se sont pas dissous, ils n'ont pas fait une réunion. Voilà, c'est un groupe qui continue à exister, qui continue à tourner. Il doit être normalement à Lollapalooza à Paris en juillet de cette année. Bon, je ne sais pas si ça sera maintenu, mais ça faisait, je crois, 13 ou 14 ans qu'ils n'étaient pas venus en France. Ils n'ont jamais trop tourné en France. Il y a eu des histoires en disant que comme Pearl Jam défend un peu la cause écologique, les Français, avec les essais nucléaires qu'ils avaient faits, étaient mal vus. Voilà, ils défendent beaucoup l'océan aussi, Eddie Vedder, et la planète. Donc ils n'ont jamais trop tourné en France, Pearl Jam. Donc 7 ans plus tard, ils sortent enfin Gigaton. Voilà, Gigaton qui a quand même 12 morceaux et qui est l'album le plus long de Pearl Jam en termes qui frôle 1 heure de musique avec des morceaux assez longs, 57 minutes, vous voyez, bon, un peu plus d'1 heure.
des morceaux assez longs. Il démarre, donc pour avoir écouté ce nouvel album, il faut l'écouter plusieurs fois parce que les premières écoutes, on peut se dire il n'y a pas vraiment de chansons qui sortent du lot, c'est toujours pareil et tout ça, mais finalement non. Après plusieurs écoutes, on rentre dans l'album. Ça démarre très très fort, hein, comme toujours chez Pearl Jam, avec un Who Ever Said, 5 minutes 10 de guitare rentre dedans, terrible, voilà, un morceau absolument génial, même qui est peut-être trop bon pour démarrer l'album, c'est un peu le problème des albums qui démarrent trop fort. Le deuxième single qui envoie aussi la patate, les deux premiers morceaux, là, ils rentrent dedans, Super Blood Wolf Moon, 3 minutes 49 de punch. Là donc on se dit ça y est, on les a retrouvés, ils ont la patate, Eddie Vedder chante toujours aussi bien, ils ont toujours autant d'énergie. Et le troisième morceau qui était le premier single extrait de l'album, Dance of the Clairvoyant. Alors là ça a laissé tout le monde sur le carreau parce que c'est la première fois que Pearl Jam faisait un peu dans le synthétique, avec une batterie un peu synthétique, avec voilà, un morceau complètement différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et moi je trouve ça très bien parce que c'est bien d'évoluer, hein, de toujours le même son, le même rock, le punk rock, voilà. Et là ce morceau il est complètement différent et il est très réussi. Et en plus il vient à ce moment-là de l'album parfaitement parce qu'on vient de reprendre deux morceaux, quasiment 10 minutes de décharge électrique dans la tête. Et là hop, un morceau plus posé, plus calme, différent, qui casse un peu le rythme. Je trouve ça très très bien. Après, ils repartent avec Quick Escape sur un morceau un peu plus rapide, un peu qui est pas mal. Et All Right, qui est un morceau plus calme, plus planant. Voilà. Et Seven O'Clock, qui est un très bon morceau. Et après, ils vont rentrer à nouveau dans des morceaux plus calmes. L'album est plus posé. Il y a des morceaux très bien, comme Take the Long Way, Seven O'Clock, donc Never Destination. Et puis il y a un ventre mou sur Buckle Up, qui est la 9e chanson de l'album, qui à mon avis ils auraient pu s'en dispenser, très, très moyenne. Et après ben, des morceaux à guitare sèche, plus calmes, qui finissent l'album plus doucement. Donc un départ en fanfare, et puis après un changement de style, et après un petit mélange entre des chansons plus posées et plus classique rock. Finalement, un album à mon avis qui mérite d'être écouté. Il aurait peut-être été meilleur s'ils avaient enlevé 2-3 chansons, qui sont peut-être un peu en trop. Mais c'est du bon Pearl Jam et je pense que l'album vieillira bien. Il y a même une sorte de petite intro au début de l'album à la Ten, qui fait rappeler ça, je trouve ça bien. Donc voilà, Pearl Jam est bien présent, et j'espère qu'ils pourront jouer à Paris au Lollapalooza Tour, avec tous ces problèmes de coronavirus, de Covid. Voilà, moi je vous conseille cet album Gigaton, je trouve qu'il est très réussi. N'hésitez pas à l'écouter et puis le réécouter plusieurs fois pour rentrer dedans. Donc si vous aimez le rock, ils sont toujours là. Pearl Jam, après toutes ces années. Donc tous leurs albums ont été produits, je vais conclure avec ça, tous leurs albums ont été produits par Brendan O'Brien, qui est voilà, et en fait, Brendan O'Brien, sa production, lui cherche à avoir un son qui se rapproche le plus du son du live, du son brut, sans artifice. Et c'est vrai que le premier album de Pearl Jam, produit par Eric Parachar, il avait beaucoup d'artifices, il était très produit. Et donc du coup, il y a quelques années, ils ont fait cette réédition de Ten, qui s'appelle Ten Redux, un peu comme Francis Ford Coppola avec son Apocalypse Now Redux, Ten Redux, où il y a deux vinyles, un avec la production d'Eric Parachar, le vinyle de l'époque, remasterisé, et puis un produit par Brendan O'Brien, donc on peut dire que tous leurs albums ont été produits par Brendan O'Brien, avec un son beaucoup plus brut, beaucoup plus agressif. Voilà. C'est à voir aussi cette réédition de Ten anniversaire pour avoir la production de Pearl Jam. Pearl Jam, ils ont aussi fait des vidéos. Donc il y a la vidéo anniversaire qui s'appelle 20 pour les 20 ans du groupe, qui était sorti il y a quelques années. Ils ont aussi un live at the Garden qui était en 2003, qui est sorti en DVD. Ils ont, pour les fans, sorti aussi Lost Dogs, voilà, qui regroupe les side B de leurs singles, donc que des titres qui ne sont pas sortis. Voilà, ça c'est intéressant, il y a quand même pas mal de titres intéressants là-dedans. Et ils avaient sorti aussi Live at the Gorge. Alors ça c'est un beau gros, c'était en 2005-2006, du live sur 4 CD, pardon, sur 4 CD, Live at the Gorge.
Voilà, un beau gros live de Pearl Jam qui a toujours été vraiment un groupe basé sur les concerts avec le public. Voilà, tout ça pour vous recommander Gigaton, le nouvel album de Pearl Jam qui vient de sortir. Voilà, à bientôt sur le Contrevent Bloc Pop.